Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule. Et c'est parti pour votre émission Les Grandes Gueules. Nous sommes avec vous jusqu'à 9h30. Bonjour Mohamed Laminka. Bonjour Modi, bonjour Hawa, bonjour à tout le monde. Bonjour Hawa. Bonjour à toi Modigay, rebonjour et bonjour aux auditrices et auditeurs. Bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio des femmes, des enfants et de la musique. Bonjour à Léon-Paul Méni de l'autre côté de la baie vitrée. Et Côte-Pine, Mohamed Laminka, c'est la une des quotidiens. Absolument. Ces journaux parus ce vendredi 2 décembre 2016 à la une du quotidien national. Rencontre avec Manko Wattu Sénégal. Le président de la République Macky Sall rappelle son attachement sans réserve au consensus. L'opposition rencontre à sa base aujourd'hui. À la une d'enquête quotidien, rencontre entre Macky Sall et Manko Wattu Sénégal. Vent de dégel. Les deux partis ont fixé la date des législatives au 2 juillet 2017. À la fin des opérations d'inscription, le fichier électoral sera audité. Manko va communiquer aujourd'hui sur les points de divergence qui subsistent. À la une du quotidien, le quotidien rencontre président de la République opposition. Macky fixe les règles du jeu. Les législatives se tiendront le 2 juillet 2017. Audit du fichier, augmentation des commissions d'inscription. Manko se réunit aujourd'hui. À la une du quotidien, le quotidien, meurtre de Sénégalais de l'extérieur. Dakar a perdu 66 de ses fils en 2016. À la une du témoin quotidien, Macky Sall, Manko Wattu Sénégal, accord et désaccord d'une audience. Les élections législatives fixées au 2 juillet 2017. Une refonte objectif du fichier pour 4 millions d'inscrits d'ici à avril 2017. La requête contre Abdoulaye Daouda Diallo écartée par Macky Sall. Hausse du nombre des députés. L'opposition maintient son refus. À la une du témoin quotidien. Procès renvoyé au 25 janvier. Les avocats de Diaz dénoncent un manque de respect du procureur. À la une de Sud Quotidien, rencontre Manko Wattu Sénégal entre accord et réserve. Les législatives fixées au 2 juillet 2017. Au menu également l'audit du fichier, de même que l'augmentation des commissions administratives. À la une de Sud Quotidien, le monde de la culture en deuil avec le décès d'Ousmane Sow. L'Auguste Rodin du Sénégal tire sa révérence. À la une de l'Observateur, dialogue politique, les minutes de la rencontre Macky Wattu. Consensus sur le fichier électoral, les législatives fixées au 2 juillet 2017. 150 députés dont 10 pour la diaspora. Abdoulaye Daouda Diallo reste patron des élections. À la une de Vox Populi, élections législatives de 2017, Macky choisit le 2 juillet et refuse le départ du ministre de l'Intérieur et le bulletin unique. La réflexion continue autour du fichier électoral. À la une de Direct Info, nombreux accords lors de la rencontre chef de l'État opposition législative le 2 juillet 2017. Abdoulaye Daouda Diallo, pomme de discorde, maintien du fichier actuel si les conditions à retrouver dans Direct Info de ce matin et abandon de la question sur le choix de l'électeur. À la une de Walfadjri quotidien, procès du meurtre de Ndiaga Diouf. Pourquoi le tribunal a maintenu le suspense, s'interroge Walfadjri quotidien, qui s'est réveillé du côté de la France avec François Hollande qui jette l'éponge avec la présidentielle française de 2017. À la une d'Évidence quotidien, affaire des 125 millions, la SGBS défie la justice. À la une de Zoom Info, recrudescence des meurtres au Sénégal, Djaraf Youssou Ndoye recommande des sacrifices aux autorités. À la une de Stade quotidien, tournoi UEMOA, la Guinée-Bissau explosé 5-0. Le Sénégal en finale contre le Mali. Le match se joue ce samedi. C'est là la une du quotidien paru ce vendredi 2 décembre 2016. Modigay. Merci Hawa pour la lecture de la une des journaux paru ce vendredi. La une des titres. Oui, de toute évidence, la rencontre entre le président de la République, Macky Sall, et les leaders de Manko Wattu Sénégal. Il y a également le meurtre de Sénégalais de l'extérieur, 66 Sénégalais tués, 66 qui correspond à un chiffre mystique, Allah. Ousmane Sow, son décès, et également la renonciation de François Hollande en second mandat. Hawa? Oui, je m'associe à ces titres. Cette rencontre entre le pouvoir et l'opposition, enfin les accords trouvés. Pour les désaccords, la réflexion se poursuit ou bien Manko Wattu Sénégal a promis cet après-midi de revenir sur les points de divergence jusque-là. J'ai un intérêt également pour au plan judiciaire, les interrogations de pourquoi on maintient encore le suspense à propos du procès
suite au meurtre de Ndiaga Diouf en 2011. J'ai un intérêt pour cette icône, ce monument de la culture qui tire sa révérence, Ousmane Sow en l'occurrence. Et ce fait inédit, historique en France, un président de la République qui renonce pour une première fois dans l'histoire de la Ve République à briguer un second mandat. C'est intéressant. Alors, rencontre le chef de l'État et les membres de Manko Wattu Sénégal. Apparemment, des points d'accord ont été trouvés. Oui. Ils sont convenus sur la date des législatives. C'est prévu pour le 2 juillet 2017. Il y a d'autres points. Il y a également la revue en hausse des commissions administratives, entre autres points qui ont trouvé un consensus. Et je trouve que c'est ça, en fait. Et les fichiers électoraux aussi. Fichier électoral, justement. La seule, peut-être, pomme de discorde aujourd'hui, c'est le souhait de la démission ou bien de la révocation du ministre de l'Intérieur. Et ça ne surprend personne, c'est pas facile. Parce que, comme on le disait dernièrement, il y a des ministères qu'on ne confie à des hommes qu'à des hommes de confiance. Et on sait bel et bien que Abdoulaye Daouda Diallo, c'est l'homme de confiance du président de la République. Et ils ont cheminé ensemble depuis très très longtemps. Ils ont connu la période des vaches maigres ensemble. Et Abdoulaye Daouda Diallo a saigné pour le président de la République. D'où cette confiance aujourd'hui que lui accorde le président Macky Sall. Et je pense que demander même sa révocation, c'est trop demandé. C'est trop demandé. Peut-être même on pouvait... C'est pas une demande très réaliste. Justement, peut-être on pouvait peut-être demander à ce qu'on lui retire l'organisation des élections. Ça, c'est raisonnable. Mais demander qu'on révoque un ministre qui peut-être, bien évidemment, a connu des échecs dans ces négociations avec d'où aujourd'hui l'intervention du président de la République. Donc on peut tout simplement trouver d'autres alternatives que de demander peut-être sa démission. On peut lui retirer l'organisation des élections comme ce qui s'est passé en 2012, parce que l'organisation des élections a été confiée à un homme politique, à un apolitique. Voilà, donc je pense que c'était le procédé le plus rationnel que de demander tout simplement sa démission. On le disait aussi hier, quand le président de la République convoque l'opposition pour un dialogue, pour une discussion, c'est toujours porteur de fruits, parce que une république qui se dit démocratique fonctionne sur la base du dialogue, sur la base de la concertation. Alors moi je suis d'accord avec Macky aussi sur un point. Il dit que je ne peux pas retirer le ministre de l'Intérieur parce que ce n'est pas lui qui organise les élections. Les élections sont organisées par le directeur des élections qui reste un fonctionnaire de l'État et c'est lui-même qui a organisé les élections de 2012 et la DAF, le directeur de la DAF. Ces deux personnes sont des fonctionnaires de la République. Ce sont eux qui ont organisé les élections de 2012. Mais leur patron reste Abdoulaye Daouda Diallo. Mais reste que s'ils étaient là en 2012 et ça n'a pas permis à Wade de gagner, moi je ne trouve pas que est-ce qu'ils peuvent. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'en 2012, ce n'est pas le ministère. C'était pas le même contexte. On a créé le ministre des élections, mais qui était logé aussi au ministère de l'Intérieur aussi. Tout à fait. Ok. Hawa? Oui, mon point de vue là-dessus, c'est déjà saluer cette initiative de dialoguer, de se retrouver autour d'une table et de discuter entre le président de la République et l'opposition. C'est vraiment ça le Sénégal. Cette image-là, c'est ce legs qu'on a eu de dialogue, de concertation avant de prendre des décisions. Comme on dit, la communication, c'est rien d'autre que trouver un terrain d'entente, discuter, lever les équivoques, que chacun tienne un discours basé sur la sincérité et le dialogue. Bon, après, comme l'a dit Mohamedou Lamine Ka, il me semble que quelque part, c'était plutôt un peu gauche de la part des dirigeants de l'opposition, des leaders de l'opposition. Cette demande formulée, ils ne voulaient plus voir d'Abdoulaye Daouda Diallo, mais après tout, le président de la République, il a ses raisons, on va dire. L'opposition a également ses raisons, c'est ça la démocratie. Je veux dire, ils ne vont pas demander juste... que Abdoulaye Daouda Diallo se retire des questions électorales.
juste ex nihilo, c'est sur la base de quelque chose. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais après, le plus important, voilà, c'est la finalité, c'est le résultat final, qu'on arrive à se retrouver, parce que c'est ça qui grandit la démocratie sénégalaise d'un côté, et d'un autre côté, c'est ça qui rassure également la population, parce qu'un pouvoir qui a des relations quand même, comme on dit, républicaines, des relations civilisées, de saines relations basées sur le patriotisme et l'esprit républicain entre le pouvoir et l'opposition, c'est les aspirations légitimes, c'est ça qui inspire confiance aux Sénégalais, et qu'ensemble, qu'ils se donnent la main pour la construction du pays, qu'ils voient l'intérêt suprême de la nation, des élections organisée de façon juste, équitable, dans la transparence, rassurant les deux parties. Au finish, ça va beaucoup aider les Sénégalaises et Sénégalais dans le choix pour les élections. La prochaine, les élections législatives fixées au 2 juillet, un consensus qui a été trouvé là-dessus. Après, il y a d'autres points. Bon, comme on dit, tout n'est pas rose là-dedans, ainsi va la vie. On ne peut pas tout avoir dans la vie de Paris, il faut se contenter de ce qu'on a, continuer à batailler, faire preuve d'intelligence et de subterfuge pour arriver à ces objectifs, l'atteinte des objectifs. C'est vraiment salutaire ce dialogue. Personnellement, moi, ça me tient vraiment à cœur, parce que c'est notre démocratie qui en sort auréolée, grandit, et ça rassure la population de notre côté. Voilà. Saluer également les commissions d'inscription pour les Sénégalais, c'est-à-dire tout faire aujourd'hui pour que toute la population en âge de voter aille le faire, parce que c'est un devoir civique, encore une fois, et c'est au pouvoir central de tout mettre en place pour la promotion de l'accomplissement de ce devoir civique, pour qu'après, voilà, le dernier mot revient au peuple encore. Alors, le dernier mot revient au peuple. Autre point, le grand point, le point d'achoppement qu'on croyait que ça allait poser problème entre l'opposition et le chef de l'État, c'est le fichier électoral. Finalement, consensus a été trouvé à la date du 30 avril 2017. Si on n'arrive pas à avoir 4 millions d'inscrits, de nouveaux inscrits, de nouveaux inscrits, l'actuel fichier sera maintenu pour les élections du 2 juillet 2017. Oui, je pense que c'est à ça que sert une discussion, un dialogue. C'est que chacun renonce à quelque chose. Il faut avoir le sens de la rénonciation, parce que c'est pas un signe de faiblesse. C'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est signe de grandeur. Et je pense que le Sénégal, c'est comme ça. C'est un pays à part entier, qui se démarque toujours des autres pays africains. Et c'est ça la baraka. Et je pense que personne n'a le droit aujourd'hui de remettre ça en question. Il faut toujours mettre les choses sur la table, en discuter. Et c'est ça. Parce que le dialogue, c'est même une volonté divine. Parce que même le prophète de l'islam, Dieu l'a invité à dialoguer, à faire de la concertation avec ses semblables, avec ses compagnons. Quand tu lui dis dans le Coran, wa shawirhum fil amr, consulte-les quand tu prends des décisions. Même si tu es le meilleur d'entre nous. Même si tu es le meilleur, le plus parfait des êtres humains, consulte-les. Wa shawirhum fil amr. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Alors, au second point, le procès Barthélémy Dias, c'était prévu pour hier. Finalement, il a été renvoyé au 25 janvier 2017. Et les citations qui seront envoyées aux commanditaires, propos d'Aïssata Tall Sall, avocate de Barthélémy Dias, avec les interrogations que ça inspire à Walfadjri Quotidien, qui se demande pourquoi on maintient encore le suspense pour ce procès, pour élucider le meurtre de Ndiaga Diouf. C'était en 2011, on se souvient, suite à l'attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. L'affaire va finalement se tenir en audience spéciale le 25 janvier prochain. D'un autre côté également, du côté des avocats du maire de Mermoz Sacré-Cœur, l'on n'est pas très content, parce qu'on pense que le procureur pouvait prendre tout cela en compte bien avant qu'on en arrive là, et que quelque part, comme le dit Walfadjri Quotidien, on est encore dans le jeu de maintenir le suspense, un peu le politique là-dedans, puisque c'est des acteurs politiques. Justement. Avec des faits qui se sont passés par le passé avec d'autres acteurs politiques, ça garde sa part de politique. Ouais. Suspense ou lenteur judiciaire? Bon, je pense que juger quand même un homme politique à la trempe de Barthélémy Dias, ce n'est pas chose aisée. Ce n'est pas chose aisée pour les magistrats, parce qu'il y a énormément de pression
qui pèse sur leurs épaules. Et je pense qu'il faut, comme l'a dit hier, je pense, l'avocate de la défense, Maître Aïssata Tall Sall, il faut que toutes les conditions idoines soient réunies pour qu'un procès puisse se tenir dans la sérénité. Et je suis parfaitement en phase. Je pense que ce n'est pas de suspense. Je pense que c'est juste qu'il veut réunir, le tribunal veut réunir toutes les conditions pour que le procès puisse se tenir dans la plus grande transparence et dans la plus grande équité. Alors, un grand homme s'en est allé, Ousmane Sow n'est plus. Ousmane Sow, oui, c'est un immortel. C'est un immortel pour deux raisons. D'abord, un artiste ne meurt jamais. Et il est également immortel parce qu'il est entré à l'Académie des Arts de Paris. Et une première pour un artiste africain, de couleur noire. Et les académiciens sont appelés des immortels. Donc, cela dit tout simplement que Ousmane Sow est entré au Panthéon. C'est ça. Mais il est dommage aujourd'hui de constater, peut-être que ça va venir, l'hommage qu'il mérite ne lui a pas été rendu parce que c'est l'un des dignes fils du Sénégal, des ambassadeurs de ce pays qui aujourd'hui font honneur à ce pays, qui à travers beaucoup de secteurs des Sénégalais se battent pour hisser le drapeau très très haut, et Ousmane Sow fait partie de ces gens-là. On l'appelait le sculpteur de l'esprit et de la matière, et on retient de lui ces sculptures gigantesques. C'est ça. Il voyait les choses en grand, et à travers ces comment dirais-je encore, ces sculptures-là, il disait que ce que je veux représenter, c'est de la puissance, de la vie. Donc, faut pas oublier aussi que c'est un kinésithérapeute. Et puis, c'est à travers ce métier qu'il a, comment dirais-je encore, versé dans la sculpture, parce qu'il maîtrisait tant l'anatomie, le corps humain. Donc, c'est un grand homme qui s'est éclipsé. C'est un monument de l'art et de la culture sénégalaise. Ce n'est pas le Sénégal qui a perdu. C'est le monde entier qui a perdu un homme qui, à mon sens, n'était pas un citoyen sénégalais simple, mais c'était un citoyen du monde. Hawa. Oui, que maximum de respect face à la mémoire d'Ousmane Sow, déjà au physique géant, mais également dans ses œuvres. On retrouvait cela, qui a eu un parcours quand même, voilà, son destin à lui, c'était d'avoir grandi à Rebeuss, d'avoir reçu une éducation vraiment stricte de la part de son père. Il a voyagé très tôt également en France, il a eu également à se rendre compte que, comme on le dit, la vie, ce n'est pas un fleuve paisible, la vie ne lui a pas fait forcément de cadeaux. Il lui est arrivé pendant son séjour de dormir dans des commissariats de police en France même, et au contraire, ça l'a boosté. Ça lui a donné assez de motivation pour aujourd'hui laisser cette mémoire-là et, comme l'a dit Mohamedou Lamine-Ka, rester immortel. Le kinésithérapeute aussi, ça veut dire ce que ça veut dire. Cette personne avec la capacité de soulager le patient du mal, des courbatures, ce qui également l'inspirait pour les œuvres qu'il créait, avec une parfaite maîtrise de l'anatomie une anecdote avec cette clinique pour faire de la kinésithérapie le jour et la nuit, transformée en atelier pour faire cette sculpture. J'ai juste un appel que je veux lancer aux autorités sénégalaises, plus particulièrement au ministère de la Culture. Nous avons les œuvres d'Ousmane Sow éparpillées un peu partout dans le monde, et ça, c'est notre patrimoine, c'est notre identité culturelle et artistique. L'appel à ce qu'on rassemble toutes ces œuvres pour que Ousmane Sow, pendant tout le temps qu'il était à l'étranger, ce qui le caractérisait, il s'est toujours distingué par son attachement à son pays, le Sénégal, à sa culture, la culture sénégalaise, la culture africaine. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule façon de lui rendre hommage, c'est de rassembler, de retrouver toutes ses œuvres pour que ça trône au Sénégal qui lui était cher. Et mon appel envers les autorités, c'est qu'on arrête de faire des hommages posthumes aux dignes fils de ce pays. Absolument. Nous avons connu le cas de Doudou Ndiaye Rose et tant d'autres. Il faut que ça cesse. Oui, parce que, bon, vous savez, je voulais juste ajouter à ce que Hawa a dit. Effectivement, je suis parfaitement d'accord avec toi, Maudit. La raison qui explique cet amour et ce qui le conforte, c'est qu'il est même mort à Dakar.
C'est ça. Alors qu'il pouvait mourir ailleurs. Tellement c'était sincère. Justement, voilà. c'est cette sincérité qui a été prouvée par le fait qu'il est décédé à Dakar. Bon, nous avons cette habitude de rendre hommage qu'aux morts. Parce qu'il est difficile de rendre hommage à quelqu'un de vivant, mais on devrait le faire. Parce prendre conscience quand même de leur importance. Justement, à tout point de vue, il y a des monuments qui aujourd'hui doivent servir d'exemple à cette jeunesse désemparée, cette jeunesse perdue, laissée à elle-même. Et ce sont ces modèles, ce sont ces exemples qu'il faut mettre en exergue au lieu de faire la promotion de la médiocrité. Il faut faire la promotion de l'excellence, et ce sont ces hommes-là qui en tout cas méritent d'être aujourd'hui mis en avant pour que cette jeunesse-là, comme je l'ai dit, puisse s'en inspirer et cultiver tout simplement l'excellence. C'est des hommes qui ont fait leur vie, qui ont accompli leur mission et qui sont partis, parce que quelqu'un qui est mort quand même à l'âge de 81 ans, il a vécu. Demandons tout simplement au Seigneur de lui accorder son paradis céleste. Je pense que en tout cas c'est une grosse perte pour nous tous. Une grosse perte aussi pour le Sénégal. 66 de ses fils sont morts à l'extérieur cette année. Oui. Ça en dit long un peu sur la situation des Sénégalais de l'extérieur. Et peut-être ce sont les Sénégalais qui sont connus. Est-ce qu'il n'y a pas des Sénégalais qui meurent alors qu'on ne les connaît pas? Parce que... ça, c'est ce qu'on a pu comptabiliser. Justement, ce sont les Sénégalais qu'on a pu comptabiliser. Il y a des Sénégalais qui meurent. Dans l'anonymat. Oui, dans l'anonymat. Parce qu'une fois à l'étranger, ils ne vont pas se signaler au niveau des consulats. On ne connaît pas. Personne ne peut vous dire aujourd'hui le chiffre exact des Sénégalais qui vivent à l'étranger. D'autant plus qu'ils sont réputés voyageurs. Personne ne peut le dire. Parce qu'il y a des Sénégalais qui aujourd'hui sont dans les geôles, ils sont dans les prisons, ils sont... Maintenant, c'est à l'État de prendre tout ça en charge. Et dans quelles conditions ils sont morts la majeure partie? Ils ont été tués. Oui, criminalité, racisme, drogue, bagarre, il y a du tout. C'est sans surprise puisque les Sénégalais s'entretuent entre eux-mêmes. S'ils sont tués par des étrangers, ça ne doit pas surprendre. Donc, c'est une triste réalité quand même. Voilà. Donc, est-ce que les Sénégalais de l'extérieur aussi ne se mêlent pas d'affaires qui ne les regardent pas, ou des affaires peu catholiques aussi? Il y a qu'à regarder en interne. Mais pour moi, en fait, il y a d'autres réalités. Par exemple, moi, j'ai des confidences, des aveux de Sénégalais qui ont vécu dans certaines parties qu'on appelle les zones interdites aux personnes de race noire, par exemple. Même si vous y allez parce que vous êtes facteur, parce que vous y êtes pour faire votre travail, votre vie est en danger, simplement. Le racisme, malheureusement, il y a des personnes qui vivent avec, qui ne veulent pas voir d'autres personnes. Voilà, ils ont oublié que c'est le même sang qui coule partout, qu'il n'y a aucune différence, sinon que c'est eux qui ont mis les barrières. Il y a ça. Autre chose aussi, il y a, comme on le disait, avec tout ce qui pousse les jeunes, par exemple, à prendre les bateaux d'embarcation de fortune pour braver la mort avec la mer, simplement pour l'Eldorado, avec les rêves et les mythes, mais les pesanteurs socioculturels. Du coup, c'est les raccourcis, je vais avoir de l'argent tout de suite, retourner au pays, faire étalage de ma réussite quelque part, et puis ça fait que les jeunes se mêlent, les Sénégalais, ils sont pas blancs comme neige. Blancs comme neige, non seulement, mais parfaits. Il n'y a aucun être parfait d'ailleurs. Mais du coup, voilà, on les voit se mêler d'affaires, voilà, de trafic, de la drogue par-ci, de la prostitution par-là. Il y a énormément de prostitution avec les Noirs. Il y a qu'à aller sur Pigalle en France pour s'en rendre compte. Les professionnels du sexe, il y a les Noirs, il y a les Maghrébines également. Il y a un peu de tout, et avec les dangers, quelquefois aussi ça atterrit avec des bagarres. Mais il y a un autre phénomène qu'il y a avec ça. Il y a des Sénégalais qui sont coupés du Sénégal maintenant. C'est des personnes qui sont parties très tôt en Europe, en France, en Allemagne, à Besançon, il y a beaucoup de cas comme ça, qui se marient avec des Françaises, qui leur
qui les entretiennent dans leur vie. Mais c'est des personnes qui ne sont plus jamais revenues au pays, qui n'ont plus d'attache avec le pays. Et ça, c'est leurs parents, ils se sont dit, ouais, nous attendons juste leurs os. C'est des personnes, voilà, on ne peut plus compter sur eux. Il y a énormément de situations là-dedans. Voilà, l'extérieur, le monde extérieur, comme on dit, il est affreux. Et, ils le vivent. L'extérieur, on y reste. Pour parler de la France, le président François Hollande, qui a décidé d'entrer dans l'histoire, il renonce à un second mandat. On fait une bonne action. Oui, je pense que, je pense à cette phrase de Léopold Sédar Senghor qui disait que l'émotion est nègre, la raison est hellène. Bon, c'est difficile, mais... tu veux susciter un débat intellectuel, là? Lamine ne pose pas notre débat. Tu remets le couteau dans la plaie, là. Je partage même pas cette assertion de Léopold Sédar Senghor. Bon, je fais dans la provocation. Voilà. Mais quand même, tout porte à croire que cette assertion a une part de vérité. Si aujourd'hui on voit tous ces présidents africains qui s'agrippent au pouvoir, la Gambie, la RDC, ils sont coupés du la reste République du monde, démocratique du Congo. Parenthèse, les résultats en Gambie, vous ne l'avez pas? Gambie est coupé du reste du monde depuis hier. Internet, téléphone, les frontières, il y a un cousin à l'Internet il y a un cousin à la Gambienne qui est bloqué là, qui ne peut pas rentrer. Blackout total. Vous savez, ce qui fait, en mon sens, la grandeur d'un homme, c'est son sens de la renonciation, c'est son sens de l'humilité. Et je le soutiens avec conviction que François Hollande vient de donner une leçon d'humilité au monde entier, et particulièrement à ses homologues africains qui, comme je le disais tout de suite, s'agrippent au pouvoir. C'est vrai que François Hollande, aujourd'hui, jouit d'une impopularité notoire. Il a été réaliste aussi. Il a été réaliste. Il a échoué sur le plan de la politique étrangère. Il a, encore échoué également sur le plan des politiques publiques. Donc, la seule... Le taux de chômage, le taux de chômage de grimper en France. Les grèves, etc., les contestations, avec aussi le terrorisme. Le terrorisme. Ça a beaucoup participé à revoir en baisse sa popularité. Et je pense que c'est ça qui, aujourd'hui, il a été très bien conseillé de renoncer à, parce que il a tout simplement déjoué une humiliation comme l'a subi Nicolas Sarkozy aux primaires de la droite et du centre. Je pense que respect à François Hollande, et je pense qu'il doit aujourd'hui inspirer beaucoup de dirigeants de ce monde. Oui, je partage naturellement cet avis. En fait, j'ai appris la nouvelle hier vers 20h, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, oui, il s'est évité, comme tu l'as dit, d'aller à la présidentielle de 2017 et de recevoir la honte de sa vie. Il faut le faire quand même, ça demande du courage. D'écouter la voix du peuple. Et deuxièmement, d'en tirer toutes les leçons, de décortiquer tous les messages codés, de les décoder simplement. C'est une première dans l'histoire de la 5e République, quand président de la République renonce à briguer un second mandat, parce que voilà, il a regardé les choses en face. Toutes ces difficultés aujourd'hui à gérer la France au plan avec ses relations extérieures, avec en interne les politiques économiques, avec l'insécurité, cette menace terroriste qu'ils subissent au quotidien. Il y a eu énormément de pertes. Le pauvre, il s'est rendu dans plusieurs zones dans la France en la mémoire de personnes qui ont subi des attaques. Je repense à toutes ces attaques enregistrées dernièrement en France. Et il faut le faire, savoir s'arrêter à un moment, partir quand il est temps, et ne pas attendre que l'eau coule pour procéder à l'opération de sauvetage. Bon, ailleurs, j'apprends que c'est pour une première fois depuis 22 ans, président pour président, que Yaya Jammeh est en mauvaise posture. Alors, un auditeur me demande d'envoyer Awa en Gambie pour nous donner les résultats. Pourquoi pas? Tout de suite, ici et maintenant. Qu'on m'achète juste l'hélicoptère. Moi, j'ai encore besoin d'Awa ici. Je ne l'envoie pas. Mais Awa, c'est la mère de l'humanité. Partout, on a besoin d'elle. Il faut l'envoyer là-bas. Peut-être que même si elle y va, elle va travailler dans des conditions clandestines. Ouais. Pour ça... Et je sais, tel que je connais Hawa, rien ne l'empêchera de s'afficher. Faut m'envoyer en Gambie. Ça, c'est un vrai défi. Je veux, hein? En attendant, on va faire tranquillement notre revue de presse en Wolof. Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule.